Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de l'Institut du Risk Management. Donc, je suis Stéphane Loisel, je suis le directeur scientifique de la formation Actuaire Expert ERM. Et avec moi aujourd'hui, j'ai deux anciens étudiants qui vont nous présenter leur mémoire ERM, Cher Fall et Romain Sauty. Leur mémoire traite de l'implémentation d'une démarche ERM en réponse au changement climatique au sein d'une société d'assurance vie. Donc, avant de leur passer la parole pour une vingtaine de minutes, je voulais d'abord vous rappeler qu'à l'issue de la présentation, on aura une séance de questions-réponses et que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Et puis, quelques mots sur la formation Actuaire Expert ERM. Donc, il s'agit d'une formation qui commence en janvier et se finit en novembre chaque année, qui existe depuis 2009. Il y a une quinzaine à une vingtaine de participants chaque année, qui sont en général des actuaires qui ont plus de 5 ans d'expérience professionnelle. La formation porte sur l'ERM, donc l'Enterprise Risk Management, et peut être utile notamment pour occuper les fonctions actuarielles ou gestion des risques dans les sociétés d'assurance et de réassurance. La formation dure un peu plus de 150 heures avec 2 journées de séminaire et elle est mise à jour régulièrement, notamment pour prendre en compte ces fameux nouveaux risques, les risques cyber, les risques climatiques, les risques géopolitiques qu'on traite de plus en plus en détail dans la formation. Donc, je salue d'ailleurs les anciens élèves que j'ai vus passer dans les participants. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour participer à cette formation l'an prochain, donc, il est possible de demander des renseignements et de se préinscrire auprès de l'Institut du Risk Management. N'hésitez pas là aussi à poser une question dans le chat si vous voulez en savoir plus. Donc, sans plus attendre, je remercie Romain et Cher d'avoir accepté de présenter leur mémoire et je leur passe la parole. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire déjà des éléments de contexte liés à l'urgence climatique. Alors, tout d'abord, la définition du risque climatique qu'on cible dans le cadre du mémoire. Donc, il s'agit de la quantité de gaz à effet de serre qui sont émises par l'homme à la surface de la Terre et qui vont engendrer une hausse de la température. Donc, les gaz à effet de serre, c'est notamment le CO2. Voilà, vous connaissez sûrement les experts du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental qui suit l'évolution du climat et qui produit des rapports tous les 5 ans. C'est sur ces rapports que se basent aujourd'hui les grandes décisions politiques mondiales. Et notamment, on a voulu faire ressortir celle de la COP 21 en 2015 à Paris, où il est ressorti tout un tas de recommandations et d'objectifs mondiaux, et notamment d'essayer de limiter la hausse de la température à plus de degrés, ce qui aujourd'hui est déjà en partie, on sait, assez compromis. Ensuite, libre à chaque pays, de manière indépendante, de mettre en place sa politique pour pouvoir respecter ses objectifs. Et en France, ces objectifs sont tenus par le ministère de la Transition écologique. Et la politique liée à ça, c'est donc la stratégie nationale bas carbone, SNBC. Voilà, donc ça c'est aussi important de le savoir, puisqu'on est sur des plans quinquennales de réduction du carbone. Alors, en termes de risque, le risque climatique, c'est donc, comme je l'ai dit, un risque anthropique qui est émergent et faussement connu. C'est un risque, bien sûr, qui est systémique et il a une très grande inertie, c'est-à-dire que les particules qui sont émises aujourd'hui dans l'atmosphère mettent une vingtaine d'années à se stabiliser, à produire leurs effets. Donc, on est sur une problématique de long terme liée notamment dans nos sociétés globales, mais aussi dans nos sociétés d'assurance, à la tragédie des horizons, comme on va le revoir ensuite par la suite.
Alors, le risque climatique, aujourd'hui, il se divise en 3 grandes catégories de risques. On a le risque physique, où on peut, à l'intérieur de ce risque physique, avoir des risques extrêmes, notamment plus liés aux sociétés IRD, mais pas que, et les risques chroniques. Le risque de transition, qui est lié à la transition de notre société vers une économie dite bas carbone, et les risques de responsabilité qui ciblent plus particulièrement les institutions financières qui donc ont la responsabilité d'investir dans une économie bas carbone et qui, s'ils ne font pas le cas, risquent des problématiques notamment juridiques. Alors maintenant, pour revenir un peu plus sur le mémoire, le RM, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Donc, ce n'est pas un mémoire d'actuariat, on va vous présenter une vision vraiment opérationnelle et globale dont le but, c'est d'extraire les spécificités du risque climatique. Et pour ce faire, en fait, on a créé une société fictive qu'on va vous présenter juste après, notamment pour des soucis de confidentialité vis-à-vis de nos sociétés respectives. Maintenant, les travaux qu'on a mis en place ont vraiment été implémentés dans nos sociétés, donc on va vous faire un retour là-dessus. Voilà, on va vous montrer aussi comment, à travers un exemple d'un risque spécifique, comment on a géré l'approche top-down et l'approche bottom-up, et aussi les impacts stratégiques sur la société. Donc voilà, la société qu'on a créée s'appelle Assure Marine. Donc c'est une société d'assurance vie qui gère des produits de prévoyance, notamment en collectif avec des CCN sur les métiers marins et la CND HCR hôtel, café, restaurant. Il y a aussi un portefeuille individuel avec des travailleurs non salariés et des lois E20. Alors, quand on parle de passifs marqués, pourquoi? Notamment parce que, comme on le voit sur le zonage, là, on a des passifs qui sont essentiellement sur les zones côtières. Après, on est sur une société assez classique avec une réassurance en quote-part et une bonne rentabilité aujourd'hui avec des produits qui sont bien gérés. La stratégie aujourd'hui d'Assure Marine, c'est une stratégie sur un horizon relativement classique, 3-5 ans, court terme, où l'idée, c'est de maintenir son cœur de cible sur la CCN des métiers marins, se développer sur les hôtels, cafés, restaurants. Il n'y a pas vraiment de problème de rentabilité et l'idée, c'est de maintenir les frais et de garder une taille à minima supérieure à 350 millions d'euros. Donc là, le contexte, c'est la DG d'Assure Marine, elle s'interroge sur sa stratégie et sur sa pertinence vis-à-vis du contexte du changement climatique, et c'est le rôle notamment du CRO de travailler à ce sujet-là. Donc le premier point, c'est donc on va vous montrer l'idée comment accroître l'intérêt des parties prenantes. Donc Cher et moi, on a mis en place notamment des comités à travers nos sociétés respectives. Si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Ah, il y a un souci. Je ne vois pas la slide, je ne sais pas s'il y a un problème ou pas. Ok, bon, alors c'est pas grave, je vais continuer. Donc l'idée, c'est de mettre en place une comitologie avec les différentes parties prenantes. Les parties prenantes, donc au début, nous, on avait commencé par différents directeurs des investissements, directeurs techniques, la gestion des risques. Il y a un souci sur la... Je ne sais pas si vous voyez les slides ou pas. J'ai l'impression qu'on a perdu la présentation. Non, ça a sauté là. Ouais. Et j'ai l'impression que Cher n'est plus connecté. Bon. C'est lui qui passait les ouais, slides, c'est lui Romain? qui passait les slides. Ouais, désolé. Alors, tu peux peut-être partager les slides toi-même. Ouais, je vais partager les slides moi-même. Je n'avais pas prévu ça. Alors, je vais me mettre en mode présentation. J'en ai pour 1 minute. Tac. Alors, est-ce que là, vous voyez les slides ou pas? Pas encore. Du diaporama. Ah, attends, il y a Cher qui revient. Donc, c'est peut-être plus simple que Cher repartage. Tu es en mute, Cher.
Hop, désolé pour la petite problématique de connexion réseau, je repartage mon écran. Ok, désolé pour tout le monde. C'est les joies du direct. Ouais, c'est ça. Il faut meubler. On n'est pas journaliste, c'est pas notre métier. Ouais, Ok. c'est bon. C'est reparti, désolé. Voilà, donc si tu peux, j'étais en train de décrire la slide qui décrivait l'intérêt d'accroître, du coup, le principe de comment accroître l'intérêt des parties prenantes. Donc voilà, je disais que la mise en place on avait mis en place une nouvelle comitologie, donc le comité des risques climatiques. Dans un premier temps, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les parties prenantes, de partager des définitions claires et simples à ce sujet-là, de donner du sens. Un point qui est aussi, avec le recul, qui est important pour que ça soit bien suivi d'objectifs clairs, c'est que effectivement d'avoir un sponsor aussi. Et voilà, il faut aussi tenir compte, donc, comme je l'ai dit précédemment, de la tragédie des horizons, c'est-à-dire qu'on est sur des mandats de dirigeants qui peuvent être relativement court terme, en tout cas plus court terme que l'impact du risque climatique. Et ça va quand même à l'encontre ça peut aller à l'encontre de leur stratégie. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer que le risque climatique va passer par aussi des opportunités à saisir dès maintenant. Donc ça, c'était un point important. Et enfin, là, pour introduire la présentation maintenant du mémoire, on va vous montrer comment on a combiné les approches top-down et bottom-up à travers la cartographie et le suivi des risques. Bien. Merci Romain, bonjour à tous. Du coup, une fois qu'on a finalement déployé un peu cette culture de risque, la question qui se pose, c'est celle de comment arriver à identifier, analyser finalement l'ensemble de nos risques et mettre en évidence finalement nos expositions eu égard à ce risque climatique. Alors, comment est-ce qu'on a fait cela? On a tenu donc à identifier en fait l'ensemble de l'univers des possibles en finalement rapprochant les deux mondes que sont d'une part en colonne les risques assurantiels et puis en ligne, que vous pouvez voir ici, les risques climatiques. Et donc, pour chacun des sous-catégories des risques que vous voyez ici, chacune des sous-catégories des risques, nous avons tenu à identifier avec l'ensemble des parties prenantes, donc c'est un travail assez long et exhaustif que nous avons tenu à mener, qui nous a mené à finalement rencontrer des parties prenantes qui proviennent de la direction des investissements, de la direction de l'actuariat, de la direction, par exemple, de la RSE, mais aussi des risques. Et voilà, tout cet échange-là nous a permis ici clairement de, tant que faire se peut, identifier des scénarios qui pourraient être à la croisée de ces deux mondes. C'était une phase assez importante, d'une part pour mettre en évidence les formes diverses et variées finalement que peuvent prendre le risque climatique sur la compagnie. D'autre part, mettre en évidence les liens de corrélation qu'on peut avoir entre différents scénarios qui pourraient potentiellement se matérialiser en cas de survenance d'un ou plusieurs facteurs, exogènes ou endogènes à l'entreprise. Et puis, in fine, faciliter aussi les échanges avec les parties prenantes. Du coup, ils arrivent à s'approprier un peu plus les scénarios en tant que tels. Donc, pour la suite de la présentation, on a volontairement avec Romain pris un exemple, donc en l'occurrence un scénario qui va se trouver à la croisée des chemins entre le monde des risques assurantiels de type souscription et le monde des risques climatiques, physiques et de type chronique, pour vraiment vous mettre en évidence dans la suite de la présentation la démarche ERM et son apport eu égard finalement à cette problématique de gestion du risque climatique. Alors, ce risque, ce scénario, en quoi il consiste? C'est finalement un scénario qui va porter sur donc la dérive sur le long terme, d'une part des prestations maladie, mais aussi de tout ce qui va être donc les prestations de type arrêt-travail et décès. Donc on est là sur un risque plutôt de type chronique en tant que tel. Alors, ce qu'on a fait pour chacun de nos 38 scénarios, on est dans un premier temps parti sur une définition assez exhaustive finalement de l'ensemble des caractéristiques qu'on peut avoir. Donc on va avoir dans un premier temps les causes du climat en lien avec ce scénario, les conséquences que peut avoir finalement ce scénario sur la compagnie de façon générale et ses impacts en tant que tels. Étudier, échanger sur les scénarios maximum probables dans une, on va dire, dans une hypothèse de déployer finalement des outils de type stress test ou en tout cas des évaluations, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Et puis, in fine, on a aussi regardé un peu les caractéristiques de ce scénario en tant que tel. Par la suite,
s'est posé la question de comment est-ce qu'on va positionner et quel regard finalement on va avoir eu égard à l'ensemble de ces risques. Alors, la question du positionnement dans une cartographie des risques, finalement, c'est la première à laquelle il faut répondre. Et là, ce qu'on a trouvé très opportun et très nécessaire finalement en tant que tel pour la suite de la démarche, c'est de rajouter un axe supplémentaire et donc d'avoir une vision en 3 dimensions. On a cette cartographie des risques usuels qui combine à la fois l'occurrence et l'impact économique. Et nous, ce que nous avons à juste titre tenu à rajouter, c'est un nouvel axe donc, qui porte sur l'horizon d'impact. Pourquoi ? Parce que finalement, on fait face à un risque qui peut potentiellement, selon les évolutions, qu'elles soient réglementaires ou même économiques, ou ne serait-ce même exogènes, faire en sorte qu'un des scénarios en lien avec le climat puisse être de plus en plus prépondérant selon qu'on se rapproche finalement de son horizon d'impact. Donc, en l'occurrence, ici, vous avez donc ces 3 dimensions que l'on suit, et puis nous avons mis en place un modèle de type multiplicatif, qui va viser à nous permettre de prioriser l'ensemble de nos risques au travers donc, de ce modèle de vulnérabilité. Et donc, pour définir en fait l'ensemble de nos évaluations, on a échangé avec les parties prenantes que je vous ai citées précédemment. Et donc, à titre d'exemple, pour ce scénario donc, qui porte sur un risque chronique de souscription, il a été acté que finalement, c'était un scénario qui pourrait apparaître, on va dire, entre un horizon de temps 10 à 30 ans à partir d'aujourd'hui. Une occurrence de type une fois tous les 10 ans, dès lors qu'il apparaît pour la première fois dans l'horizon d'impact de 10-30 ans, et puis avoir un impact économique plutôt de l'ordre de, un minimum en tout cas, supérieur à 10% du résultat net de la compagnie. Et donc, grâce à la combinaison des facteurs que nous avons définis ici, nous avons donc la mesure de vulnérabilité qui est évaluée, et sous contrainte des conditions qui nous ont été imposées par la direction générale, qui était finalement d'arriver à synthétiser l'ensemble de l'information au travers de 4 critères, donc de faible, sensible, majeur à inacceptable, arriver finalement à positionner l'ensemble de nos risques eu égard à ces conditions. Donc, ce qui nous permet ici, pour ce qui est de notre risque, le risque qu'on prend en exemple, donc le risque de dérive sur le long terme des prestations maladie, on arrive dans un premier temps, grâce à cette approche top-down, à le qualifier au niveau de sensible. Alors, une petite mise en perspective, eu égard aux 38 scénarios que l'on a pu évaluer. Donc, ce qu'on constate pour la compagnie Assure Marine, c'est qu'on a clairement une exposition assez marquée au risque climatique, en particulier pour ce qui est des sous-catégories de risques qui portent sur le juridique et la réputation, quand on va regarder le volet climatique. Et pour ce qui est des risques assurantiels, on va être fortement exposé aux enjeux liés à la réputation et puis un tout petit peu moins du point de vue des risques de type stratégique. Sachant que ce qu'on a aussi regardé, finalement, c'est aujourd'hui, en tout cas, date, une très faible, très peu de dispositifs d'atténuation à date qui existent et qui donc pourraient potentiellement aider dans l'atténuation de ces risques si tant est qu'ils apparaissent. Un dernier point en termes de mise en perspective qui permet de voir ici, en l'occurrence, quand on regarde le premier graphique sur votre gauche, qu'on a clairement un risque aujourd'hui climatique qui est déjà présent dans les horizons court-termistes finalement de la compagnie. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un risque qui n'existe pas, dans la mesure où on a globalement plus de 50% des scénarios qui ont été identifiés sur l'horizon de temps allant de 0 à 10 ans. Et quand on va regarder la vulnérabilité ici, ce qu'on peut entrevoir, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de scénarios qui vont avoir un point assez marqué eu égard à notre modèle de vulnérabilité. Donc ça, c'est un point qui met clairement en évidence la nécessité de déployer une démarche ERM pour répondre à cette problématique. Je te passe la main. OK, donc maintenant, on va vous montrer comment évaluer le futur des possibles. Donc, le futur des possibles, c'est on l'a mis en place notamment avec une approche bottom-up, donc après l'approche top-down et qui a donné une première vision de la cartographie des risques. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de quantifier le risque climatique. Alors, pourquoi ? Parce que l'approche top-down a été faite sans modèle et donc à dire d'experts. Donc, on peut se tromper et puis il y a des risques qui peuvent être contre-intuitifs. Donc, nous, on préconise vraiment une approche aujourd'hui par stress test, eu égard au risque climatique. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On a peu de données empiriques qui peuvent se targuer aujourd'hui de refléter le futur. Donc, on a essayé de multiplier les scénarios à envisager
pour chacun des risques. En termes de modèles, ça nécessite des modèles particuliers, propres à chaque risque, notamment pour l'horizon de temps qui n'est pas aujourd'hui du 3 ou 5 ans, et aussi un calibrage spécifique. Les calibrages spécifiques dépendent bien entendu du risque qu'on regarde, et pour ça, en fait, il faut apprendre à appréhender la sphère climatique qui est composée vraiment de nombreux acteurs aujourd'hui. Donc, ça peut être des acteurs comme Carbone Fort au sujet des actifs, ou Santé publique France qui va donner des statistiques sur certaines nouvelles maladies qui vont se développer en lien avec le risque climatique. Donc ça, c'est tout un tas de choses à appréhender pour pouvoir, on va dire, améliorer notre connaissance de la quantification et des modèles utilisés. Alors ensuite, une fois qu'on a les modèles, c'est quelles sont les mesures à choisir pour pouvoir avoir des indicateurs importants. Donc déjà, le but, c'est de respecter l'appétence de l'entreprise définie aujourd'hui, en termes forcément d'impact financier, mais aussi, comme je l'ai dit auparavant, en termes d'horizon de temps. Donc, l'horizon de temps qui est bien plus long. Bien sûr, l'idée aussi, comme je le répète, c'est de revoir l'impact économique, la quantification de la cartographie qui a été fait aujourd'hui. Alors, pour ça, on pouvait choisir plutôt des indicateurs liés au long terme, donc tels que le chiffre d'affaires, le résultat net ou une évolution des capitaux propres. On ne préconisait pas forcément des indicateurs plus court terme comme les problèmes de liquidité ou d'exigence de capital qui sont liés à, par exemple, un SR à un an, avec un risque climatique particulier qui serait calibré à date et qui peut évoluer vraiment sur le long terme en fonction de l'horizon de temps. Alors pour ça, donc on reprend toujours le même risque que vous a présenté Cher précédemment, et c'était une opportunité pour nous de du coup s'appuyer sur les stress tests ACPR, qui sont un premier galop d'essai pour quantifier ce risque chronique de souscription. Donc, vous le savez déjà sûrement maintenant, mais pour la plupart d'entre vous, mais il y a eu 2 stress tests. Donc ici, on est bien en prévoyance santé et pas en IARD. Donc, les maladies vectorielles et la pollution. Donc, ce qui correspond aujourd'hui à une trajectoire de plus de degrés à horizon 2050 par rapport aux préconisations du GIEC. Les paramètres techniques à faire ressortir, c'est ce stress test qui permettait un zonage national par défaut ou géographique, des impacts de temps de 5 ans jusqu'à horizon 2050, ce qui rejoint la stratégie nationale bas carbone, et un business plan dans un premier temps statique, donc à partir d'un scénario central, et puis après dynamique avec des mesures d'atténuation et de remédiation. Voilà, il faut préciser aujourd'hui qu'on est vraiment là-dessus, ces scénarios-là, sur du risque chronique et pas sur du risque extrême. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez dans un premier temps les résultats de maladies vectorielles. En vert, la courbe du scénario central du résultat net qui est projeté à un horizon 2050. Et en rouge, l'impact du stress test ACPR, où on voit que dès 2027, en fait, l'appétence ne serait pas respectée. Voilà. Pour le stress d'après, les pollutions. Alors, les maladies vectorielles, c'est un zonage déjà par région. Et la pollution, c'est un zonage par ville. On est utilisé dans les 2 cas. On a un risque relativement moins élevé, mais qui devient fort quand même d'ici à horizon de 10 ans. Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas de dire que ça sera forcément fort dans 10 ans. Non, c'est un risque que ça devienne fort dans 10 ans. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, on a fait des tests de sensibilité géographique parce que, comme on l'a dit précédemment, en fait, Assure Marine, c'est une société essentiellement avec une population côtière due au CCN des métiers marins notamment. Et on a voulu comparer l'impact des stress tests ACPR en prenant en compte ce zonage particulier avec le zonage national par défaut qui était proposé et voir l'impact que ça aurait sur le résultat net de la société. Alors, Magie, Cher, si tu peux mettre le slide, OK. En gros, on voit que à partir de 5-10 ans, on a un impact annuel
une perte de résultats entre les deux stress tests, le zonage national et le zonage géographique, de l'ordre de 2 millions d'euros. Voilà, donc si on fait comme si les stress tests ACPR reflétaient parfaitement la réalité, on aurait donc cet impact du fait qu'on aurait une population plus défavorable au risque climatique aujourd'hui, qui engendrerait des pertes annuelles de 2 millions d'euros par rapport à un marché moyen. Donc, comme je l'ai répété par avant, l'idée pour les stress tests, c'est d'imaginer un champ de possibles assez large. Donc, on avait aussi testé d'autres stress tests qui ont donné des résultats moins nets, donc comme la dérive du QX avec un modèle de chaleur, de température, où on a des impacts moins importants. On aurait pu tester aussi des impacts sur le chiffre d'affaires du fait que les inégalités vont se creuser, ou aussi, comme par exemple, modéliser des vagues de chaleur de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes. Malgré tout, quand on a revu du coup à l'aide des stress tests ACPR, ça nous a permis de revoir la cartographie top-down grâce à cette approche bottom-up. Donc, on a une évaluation qui passe, comme l'avait montré Cher tout à l'heure, de sensible à aujourd'hui inacceptable, comme je vais vous le montrer. En fait, on était sur un horizon, a priori, de 10-30 ans de premier impact. Or, on a vu que les stress tests ACPR, on aurait un impact assez important dès un intervalle de temps 5 à 10 ans. Donc, prioriser ce risque devient plus important. L'occurrence n'a pas changé et l'impact économique dans les cas de la CPR pourrait devenir extrêmement fort sur la société. Ce qui nous fait passer du coup un niveau de vulnérabilité bien plus important et donc passer de sensible à inacceptable. Bon. Aujourd'hui, voilà, il ne faut pas prendre non plus pour acquis les modélisations qui ont été fournies par la CPR, qui sont déjà un très bon début. L'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut s'acculturer ce risque, l'adapter à chaque société pour pouvoir voir comment chaque société peut être impactée par tel ou tel risque et le suivi du risque à travers le temps, et les dérives seront importantes, comme va vous l'expliquer Cher. Alors, une fois qu'on a testé l'ensemble des hypothèses, finalement, en tout cas des scénarios possibles, la question qui se pose, c'est comment j'arrive à intégrer l'ensemble en fait, de ces enseignements dans la stratégie de l'entreprise. Et en ce sens, ce que nous avons fait ici, en lien avec cette démarche RM, c'est finalement identifier l'ensemble des mesures qui pourraient être à prendre dès à présent pour finalement prémunir l'entreprise de ce risque. Alors, le premier volet porte essentiellement sur une revalorisation des primes d'assurance, avec les limites que cela peut avoir, que ce soit en termes de compétitivité, mais aussi de finalement résiliation du fait des assurés, en lien avec l'indexation finalement des primes qui pourraient être jugées comme fortes. Les deux volets qui suivent, qui vont de pair finalement et qui portent essentiellement sur des questions de diversification, que ce soit sur finalement l'activité professionnelle en tant que telle des assurés, donc se tourner peut-être vers des activités autres pour la compagnie qui pourraient être plus rentables, et puis aussi la question finalement de la diversification vis-à-vis, on va dire, d'un axe un peu plus géographique en lien avec la déclaration sociale nominative qui se développe. Et puis enfin, le dernier élément qui serait à mettre en place, c'est pourquoi pas mettre en place une réassurance XS et type aggregate qui porterait non pas sur, en l'occurrence, les coûts, mais plutôt sur une question de surfréquence en lien avec notre problématique ici. Alors, on a le volet risque, mais on a aussi le volet opportunité qui est aussi important à saisir et à analyser. Parce que finalement, c'est ce qui embarque aussi notre stratégie d'entreprise en tant que telle. Et ici, l'un des points majeurs que l'on souhaite mettre en évidence, c'est la question de la valeur climat dans la communication d'entreprise. On sait que c'est une compagnie qui va répondre à beaucoup d'appels d'offres dans le cadre des conventions collectives nationales, et c'est un sujet qui est de plus en plus prépondérant. En tout cas, c'est un sujet d'actualité. Le deuxième sujet, c'est celui finalement de l'ouverture du portefeuille à des secteurs d'activité, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, qui permettrait ici clairement de pouvoir, en lien avec le troisième point, de déceler finalement des potentielles niches de bénéfices financiers. Et puis le dernier point qui porte finalement sur la mise en place de canaux digitaux et éco-responsables, qui va permettre à l'entreprise typiquement de réduire les risques qu'elle engendre, elle, sur le climat, et en l'occurrence donc de réduire typiquement son bilan carbone. Alors, sur base de ces éléments-là, Assure Marine a entrepris une démarche qui vise à revoir l'ensemble de sa stratégie d'assurance, tout en gardant son esprit de marque, donc toujours focus sur les CCN, métiers marins et HCR,
Et en top de cela, elle va aller rechercher des opportunités d'affaires, du point de vue notamment, je le disais, sectoriel, hein, avec des activités qui pourraient être autres que les métiers marins et hacheurs pour se diversifier. Une question aussi de géographie, donc de limitation finalement des expositions aujourd'hui qu'elle a qui sont très marquées sur les zones côtières. Le développement de cette notion d'acteur responsable dans la communication d'entreprise, point essentiel. Développer des partenariats tiers, que ce soit avec d'autres courtiers ou des dispositifs plutôt de type réassurance. Et in fine, voilà, déployer un peu plus finalement sa distribution digitale pour aller de pair avec cette notion, cette image finalement de marque qu'elle souhaite dorénavant porter. En top de cela, une fois qu'on a finalement qu'elle revoit toute sa stratégie d'assurance, hein, eu égard à ce scénario qu'on a pris ici comme exemple, se pose la question du suivi d'un nombre d'indicateurs qui permettrait à la compagnie, d'une part, de réagir si tant est été le cas et que finalement on se retrouvait dans des situations où certains risques deviendraient de plus en plus marqués, et puis surtout de s'assurer que par rapport au pilotage qu'elle souhaite de sa gestion des risques, l'entreprise est vraiment dans le bon chemin. Et donc ici, l'idée, c'est déjà dans un premier temps hein, d'introduire des nouveaux types d'indicateurs qui ne sont pas forcément ceux qu'usuellement on a tendance à suivre. Hein. Je pense par exemple à des indicateurs qui pourraient prévenir de Santé publique France, hein, sur par exemple le suivi des décès par maladie bactérienne. Mettre en place aussi des algorithmes de type Kusum hein, qui vont permettre ici de détecter le moment à partir duquel la somme cumulée d'un indice dépasse un certain seuil, et donc d'être un peu comme un sort d'indicateur préventif, hein, donc de venir avec une alerte qui finalement viendrait déclencher tout un processus d'escalade, donc avec une communication hiérarchique et qui permettrait donc clairement d'être en amont finalement des réactions eu égard aux différentes solutions qui pourraient être apportées dans le cadre de la gestion de ce risque-là. Alors, en conclusion, on vous présente ici finalement un peu l'image globale hein, de la démarche ERM que l'on a proposée, que l'on suggère pour répondre finalement à ce risque protéiforme qu'est le climat. Je mettrai en évidence 3 points qui sont essentiels pour conclure. Le premier point, c'est la mise en place d'une culture de risque forte et durable, essentielle, hein, de par le fait que c'est un risque qui aujourd'hui est encore très peu connu. Le deuxième sujet, c'est celui finalement de l'introduction de cette troisième axe, donc avoir une vision en 3 dimensions qui est essentielle pour notamment pouvoir agir en amont, hein, et notamment quand on a des scénarios qui pourraient se matérialiser de façon plus vite en lien avec, par exemple, un changement de réglementation. Et puis, le dernier point que je mettrai en évidence, c'est la combinaison subtile à la fois de l'approche top-down et de l'approche bottom-up, qui va permettre ici clairement de poursuivre l'acculturation qui est nécessaire à tous les niveaux d'entreprise eu égard à ce risque protéiforme. Donc voilà un peu la démarche qu'on a proposée avec Romain pour répondre à cette problématique climat. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà, la présentation de notre côté est terminée. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Donc, il n'y a pas encore eu de questions dans le chat, mais il n'est pas trop tard. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ah, Boubacar a une question. Vas-y. Alors, donc, première question, comment avez-vous défini les niveaux de vulnérabilité qui vous permettent d'évaluer les risques? Cher, tu veux répondre ou... Allez, je prends le point. Alors, effectivement, c'est au niveau d'une des slides précédentes où on vous présentait les niveaux de vulnérabilité que nous avions définis quand on a tenu à prioriser finalement l'ensemble de nos risques dans le cadre de la définition de cette cartographie des risques. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on est parti du plus simple au plus compliqué, en partant déjà dans un premier temps à tenir à ordonner finalement nos scénarios sur uniquement dans un premier temps l'horizon d'impact. Puis après, avec un processus itératif, on s'est assuré que quand on ajoutait finalement la deuxième dimension, en l'occurrence, on arrivait toujours à respecter les conditions que l'on souhaitait en termes de priorisation finalement des risques. Et puis, dès lors qu'on rajoutait, toujours avec ce processus itératif, qu'on rajoutait notre troisième axe, on avait globalement ici voilà,
cet alignement et cette cohérence finalement de la vulnérabilité qui va être assignée selon donc, les différents paramètres que l'on a pu imposer à notre modèle multiplicatif. Donc voilà globalement comment on a défini ça avec des poids finalement qui permettent aussi de répondre aux conditions ici qui ont été définies en amont. OK, alors il y a 3 points et remarques et questions de Stanislas Ray. Alors, donc, il vous remercie pour cette présentation claire. Première remarque, sur l'approche bottom-up, il lui semble que l'approche par stress test est potentiellement dangereuse à mettre en avant. En effet, les scénarios très détaillés ont une vraisemblance très faible compte tenu de l'absence d'études de données sur les problématiques visées. Ainsi, vous vous fondez dans vos travaux sur les stress tests menés par la CPR, notamment sur les risques de maladies vectorielles et de pollution. Or, la calibration des risques semble purement illustrative. Le paramétrage se fonde sur 2 notes produites par Marsh qui ne donnent aucun détail sur les calculs ni de lien entre les modèles climatiques et leur impact assurantiel. À cet égard, la granularité des résultats communiqués par ville-département peut donner une illusion de précision et d'exactitude dangereuse. Alors ça, c'était une première remarque. Je ne sais pas si vous voulez oui, réagir. Je peux répondre à ça, effectivement. Moi, je suis d'accord pour dire effectivement qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ou comme la vérité absolue, effectivement, le stress test mené par la CPR. Malgré tout, ça fait partie aussi des travaux qui permettent l'acculturation de ce risque-là dans l'entreprise. Il faut aussi bien commencer, je dirais, par quelque chose. Ça permet, en tout au pour tout, au moins là, de cette approche-là, d'avoir, on va dire, un second avis vis-à-vis d'une approche top-down, telle que nous, on l'a faite en tout cas, qui, dans certains cas, est faite à dire d'experts par manque de données. Voilà, après, que dire de plus? En tout cas, je pense qu'il y a deux points supplémentaires. C'est que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, effectivement, c'est de travailler, de retravailler les modèles de manière plus fine. Dans le mémoire, j'ai aussi apporté on a apporté des critiques aussi à ces stress tests, mais l'idée, c'est pas de les descendre en flèche, alors que c'est quand même quelque chose qui est déjà sur la place publique a été menée et qui est plutôt pas mal. On peut aussi se comparer, on va dire, au marché moyen. Et enfin, dernier point, ce qu'a fait remarquer Cher, c'est aussi le suivi du risque. Même si on sait qu'en scénario central, le stress test n'est jamais parfait, si on s'aperçoit à un moment donné qu'il y a une dérive du risque, on peut tirer peut-être aussi une sonnette d'alarme vis-à-vis de ça. Donc, mais je suis d'accord avec la remarque sur l'approche bottom-up. Alors, deuxième, oui, Cher, tu voulais dire? Je veux bien l'apprendre. Alors, je la lis pour que tout le monde l'ait en tête. Donc, approche top-down afin de mesurer la vulnérabilité. Vous pouvez préciser comment vous avez fait. Donc, ici, clairement, ce qu'on a pu faire, c'est on est parti voir plusieurs experts de différentes directions possibles. L'idée, c'était vraiment d'avoir un panel large. Donc avec des expériences sur leurs métiers respectifs de façon diverse et variée. Alors, c'est vrai que, et là, je suis tout à fait aligné avec le commentaire qui fait que finalement, comment dirais-je, les parties prenantes, les personnes qui ont été sollicitées comprennent de façon, on va dire, différente les enjeux, les problématiques selon leur expérience ou leur sensibilité. Ça, c'est un point qui peut clairement induire peut-être un biais cognitif. Mais en top, ce qu'on a beaucoup remarqué, c'est l'importance de communiquer, non pas sur les risques, mais communiquer vis-à-vis des opportunités manquées. Et ça, c'est un point qui était assez essentiel, parce que finalement, quand on parle d'un scénario qui peut avoir des impacts dans 10, 15 ans, et que finalement, on sait tous que dans 10, 15 ans, on ne sera peut-être pas très probablement dans la même entité, en tout cas sur la même fonction, la question qui se pose, c'est plutôt celle de quelles sont les opportunités que je manque si toutefois je ne fais rien aujourd'hui et que je reste statique. Et c'est là où on s'est rendu compte avec Romain, en mettant en place vraiment dans nos entités respectives, que la démarche de la communication vis-à-vis des opportunités manquées était essentielle. Et merci. Alors, une question de Valentine avant la troisième remarque de Stanislas. Donc, Valentine demande sur la slide présentant le nombre de risques, plutôt vers le début, je crois.
Il semble qu'il y en ait très peu vers 2100. Est-ce une limitation à la cotation des risques physiques? Alors, il y en a effectivement, on parle sûrement effectivement du 1 qui est entre l'horizon 30 et 100. Donc, je rappelle ce que c'est que ce qu'on a défini comme l'horizon de temps. Pour nous, un risque qui arrive effectivement entre 30 et 100 ans, ça veut dire qu'il ne peut pas arriver avant. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, a priori, ce risque-là, à dire d'experts dans l'approche top-down, ne pourrait pas survenir avant un horizon 30 ans, donc en gros 2050 aujourd'hui. Oui, je pense que pour compléter, je pense que Valentine se demandait s'il y avait plus beaucoup de risques à cette période-là. En fait, les autres peuvent se matérialiser avant et se poursuivre dans leur impact. Voilà, c'est ce que je voulais dire, effectivement. OK. Dernier point de Stanislas. Double matérialité. La réflexion porte sur les conséquences du risque climatique pour l'entreprise et non sur le risque que les activités de l'entreprise génèrent sur le climat ni sur les opportunités. C'est bien cela. Dans ce contexte, l'ADG n'a potentiellement pas toute l'info pour construire sa stratégie. Qui, selon vous, seraient les personnes pertinentes au sein de l'entreprise pour compléter la vision? C'est ça. Alors, effectivement, il y a cette question de double matérialité, c'est-à-dire finalement les risques que va subir l'entreprise du fait des modifications des modèles climatiques et puis aussi les risques finalement que va générer l'entreprise sur le climat en tant que tel. Alors, nous, dans le cadre de notre étude, de notre mémoire, on a vraiment fait un focus uniquement sur le premier volet qui porte sur l'impact du climat sur l'entreprise. Il aurait fallu effectivement avoir un peu plus de temps, et là je me tourne vers Stéphane pour compléter vraiment comment dirais-je, avoir la vision globale du risque en tant que tel. Alors, ce qu'il faudrait faire pour ma part, c'est, je pense, d'une part, continuer les échanges avec les directions, typiquement côté investissement, qui vont avoir des actifs ou indirectement vont engendrer finalement des risques sur le climat. Échanger aussi avec les business units pour pouvoir finalement ici capturer les risques de souscription en lien avec la génération potentiellement de dérives que peut apporter l'activité de l'entreprise sur le climat. Et puis enfin, j'aurais aussi intégré tout le volet opérationnel, tout le volet un peu plus ressources humaines, en lien typiquement avec le mode de déplacement des collaborateurs pour venir au travail, qui pourrait aussi être un indicateur pour tenir compte finalement des risques engendrés par l'entreprise sur le climat. J'ai un point à rajouter lié à la question de Stanislas qui dit la réflexion porte sur les conséquences du risque et non sur le risque que les activités de l'entreprise génèrent sur le climat ni sur les opportunités. On n'a pas abordé dans le mémoire ici, de manière très précise en tout cas, c'est abordé dans la cartographie, les normes ESG et tout ce qui s'ensuit et le rôle des investisseurs que j'ai évoqué au début sur le risque de responsabilité, et notamment les assureurs vis-à-vis du climat. Mais on rentre aussi dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'un assureur aujourd'hui ou demain, il peut être pointé du doigt si on va dire, il est de source de notoriété publique qui investit n'importe comment et donc qui a des effets délétères sur le climat aussi. Donc, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise et d'un impact sur le climat. Les deux sont assez liés. Oui, parce qu'on a parlé de risque physique et risque de transition, mais il peut y avoir aussi le risque de responsabilité. Oui, mais ça, c'est un parti pris de mémoire, Stéphane. Ouais. Question de Boubacar. Est-ce que votre modèle de vulnérabilité prend en compte des biais cognitifs qui peuvent influencer le processus décisionnel? Je te laisse. J'ai envie de dire non. Je pense pas comme ça. J'ai pas de réponse très précise à cette question. Des biais cognitifs, en fait, sur l'approche top-down, il y en a quand même tout le temps. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas si c'est la façon de prendre cette question, mais c'est vrai que quand on parle de l'approche top-down, on est sur une première manière dont on réfléchit à chacun des risques. Quand on fait des interviews avec les différents directeurs, on a tous des biais cognitifs et c'est aussi pour ça qu'on a pris le parti
dans le mémoire volontairement de ne pas être sur l'IARD et sur la vie. Parce que quand on parle aux gens, un des biais cognitifs, c'est de dire, bon, on n'a pas trop de risques sur les sociétés d'assurance vie, on est plutôt sur l'assurance IARD. Donc, les biais cognitifs influencent ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on a préconisé aussi l'approche bottom-up par des scénarios, même si elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, Boubacar a précisé aussi qu'il pense que le fait de prendre en compte comment le risque climatique se représente au sein de la compagnie à l'instant dans l'approche top-down peut être un élément à prendre en compte dans le modèle de vulnérabilité et qu'il faut aussi expliquer le type de vulnérabilité physique, sociale, etc. Alors Boubacar, je suis désolé, visiblement, il souhaite intervenir avec son micro, mais ce n'est pas possible par le système. Une question. Oui, vas-y. Stéphane, dans la cartographie des risques que l'on a édicté au tout début, pour chacun des 38 scénarios, effectivement, on détaille l'ensemble des vulnérabilités, qu'elles soient physiques, sociales, et on donne vraiment, on va dire, énormément d'informations. C'est une matrice que l'on a pu construire, qui nous a pris énormément de temps, mais qui était, je pense, essentielle pour bien comprendre les impacts de chacun des scénarios, que ce soit sur le volet juridique ou le volet social ou le volet purement financier. Oui, tout à fait. Alors, merci. Une question d'Amine qui vous remercie pour la qualité de la présentation et qui a une question sur la différence entre horizon d'impact et occurrence. Quelle est la différence et est-ce que ces deux variables, si ce sont des variables, sont corrélées ou pas? Alors, sur l'horizon, la question est très simple. C'est à partir de quel moment je peux avoir une première incidence du scénario. Donc, typiquement, si j'ai un scénario qui peut apparaître pour une première fois dans un horizon de temps 10 ans, voilà, j'ai son horizon. Pour ce qui est de l'occurrence, c'est à partir du moment où il est apparu pour une première fois, quelle évaluation l'on fait finalement de la régularité ou pas finalement de ce scénario en termes d'occurrence dès lors qu'il est apparu une fois. Donc il y a vraiment ces deux notions qui sont assez distinctes et c'est ce sujet-là qu'on a tenu à rajouter pour avoir cette vision en 3 dimensions parce qu'on peut se retrouver dans une situation où aujourd'hui finalement on est, on va dire, à un niveau de hausse des degrés de la température entre +1 et +2 et potentiellement se retrouver dans un futur proche, on va dire d'ici à 10 ans, un niveau qui serait plutôt à +2 ou +3 degrés, et là, voir apparaître d'autres nouveaux scénarios qui pourraient potentiellement émerger ou qui seraient déjà identifiés et qui prendraient un peu plus d'ampleur dans la cartographie en termes de poids. Après, oui, enfin, on reste sur une cartographie, donc c'est l'idée, c'est de prioriser les risques. Un des points aussi sur ces priorisations de risques, alors liées à ces deux variables-là, c'est qu'il faut faire attention notamment aux extrêmes, parce qu'on reste sur des classifications. Donc nous, on a utilisé 4 critères à chaque fois. Voilà, donc il faut faire attention à ces points-là. Après, oui, les deux variables sont liées. Sans vouloir rentrer dans une modélisation, on va dire, à l'extrême, c'est un peu comme si on disait que ce risque-là, sur un horizon 0,5 ans, j'aurais quasiment une probabilité qu'il arrive de l'ordre de 0%. Et après, le risque évolue, puisque voilà, on est vraiment sur des risques climatiques, on ne sait pas comment ils vont évoluer. Et a priori, là, la loi changerait complètement et le risque serait beaucoup plus important. Alors, le risque moyen ou le risque extrême, ça, on est sur de la cartographie, encore une fois, mais c'est pour ça qu'on a vraiment différencié les impacts de l'occurrence. Ok, merci. Donc, il y a eu deux retours là qui ne sont pas des questions, mais juste des commentaires. Donc, Stanislas, qui par rapport à son premier point sur les stress tests, disait que sans brûler, entre guillemets, les scénarios, il lui semblerait plus rassurant de faire des modèles très simples avec, par exemple, un comportement non différencié par région sur la France. Et puis, Boubacar, qui donc est assureur et fait une thèse en psychologie sociale et travaille sur les biais cognitifs dans l'approche top-down, qui disait que le biais peut être détecté dans la priorisation du risque dans la cartographie. C'est intéressant, effectivement. Bien. Ça pourrait être intéressant d'en discuter avec Boubacar. Voilà, donc Boubacar, je vous laisse nous contacter par mail
comme vous voulez. Donc, je vous mets mon adresse mail dans le chat. Voilà. Et comme ça, vous pouvez envoyer à tout le monde. Voilà, comme ça, vous pouvez me contacter par mail et puis je transmettrai à Romain Cher pour qu'on puisse poursuivre la discussion. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à Romain et Cher pour leur exposé et pour les réponses aux questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et en particulier à celles et ceux qui ont posé des questions. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans les prochains mois. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Stéphane, merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous.